Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Angle de vue. Pendant près d'une heure, nous allons dresser le portrait intime et sans concession d'une personnalité que vous pensez connaître. Et pour mener cet entretien, à mes côtés, Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI, ainsi que Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles. Cette émission, vous le savez, est bien évidemment à retrouver sur les 3 médias. Mais sans plus attendre, faisons la pluie et le beau temps sur ce plateau en accueillant Jean-Noël Degrasse. Bonsoir, bonjour et merci de me recevoir. Je ne sais pas si c'est un plaisir ou une torture, je vous le dirai à la fin. Alors Jean-Noël Degrasse, vous êtes bien évidemment connu comme le monsieur météo de Martinique, mais ce serait évidemment bien trop réducteur de nous arrêter aux prévisions du ciel. Vous qui avez posé vos valises sur cette île il y a bientôt 30 ans, nous avons évidemment beaucoup de choses à nous raconter, mais avant cela, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Jean-Noël Degrasse, bienvenue. Vous êtes le monsieur météo des Martiniquais, celui qui, au fil des années, a vulgarisé les termes techniques météorologiques pour que tout un chacun puisse les comprendre. Vous êtes né à Bonn en 1964, la capitale des vins de Bourgogne, un petit garçon amoureux de la nature qui passe ses vacances à la ferme avec ses grands-parents agriculteurs, très bon élève, un brin turbulent. Vous auriez pu être un très bon ingénieur informatique, ce que vous êtes également, mais vous quittez votre province à bord de votre grosse moto pour entrer à l'École nationale de la météorologie à Toulouse. Vous êtes doué, très doué, puisque vous bouclez vos études en à peine 2 ans au lieu de 3. Vous démarrez votre carrière à Nîmes, puis à Paris, à la direction centrale de Météo France. Vous partez ensuite en Nouvelle-Calédonie parce que vous avez envie de voyager, de vous challenger professionnellement parlant. Vous revenez travailler quelques années à Toulouse avant votre grand départ pour la Martinique en 1997. Vous avez alors 33 ans. Vous prenez la tête de Météo France où vous managez entre 30 et 60 personnes. Vous êtes le plus jeune de la station. Vous êtes blanc et les syndicats vous préviennent que c'est eux ici qui font la loi. Mais ça ne vous fait pas peur. Vous gagnez la confiance de vos équipes et vous voilà parti pour rester plus de 25 ans à Météo France et surtout en Martinique. On le sait, vous aimez vous investir à fond dans ce que vous faites. Vous avez besoin de faire évoluer les choses, inculquer la culture du risque cyclonique. Vous multipliez les projets de coopération régionale, internationale. Vous travaillez avec Miami, Haïti. On vous doit la création de la procédure de vigilance. Vous êtes un bon technicien et aussi un bon communicant, toujours disponible pour les médias 24 heures sur 24. Vous vous sentez chez vous en Martinique, vous le dites vous-même, vous êtes martiniquais. Vous avez refusé les avantages du statut de fonctionnaire. Vous avez renoncé à vos congés bonifiés, à la maison de fonction. Et vous avez choisi comme centre des intérêts matériels et moraux. Les fonctionnaires comprendront la Martinique parce que, je cite, vous n'êtes pas venu profiter du système. Vous avez quitté Météo France il y a 2 ans pour aller travailler dans le privé, mais vous continuez votre travail d'éducation à la culture du risque à travers les médias. Vous êtes un musicien à vos heures perdues. Votre père jouait du saxophone et vous vous y êtes mis très tôt. Vous avez monté un groupe au lycée. Ici, vous grattiez la guitare, puis reprenez le saxo pour jouer avec un petit groupe. Vous jouez du Marius Cultier et du Brassens et vous chantez en créole. Vous apprenez à parler créole justement grâce à la musique, à vos collègues de Météo France et au contact des gens. Vous avez été marié, vous êtes en couple, vous avez 3 garçons, 2 qui vivent ici, 1 qui vit à Nantes. Vous êtes grand-père. Et ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous n'aimez pas être pris en photo, vous ne faites jamais de selfie, que vous adorez voyager, que vous ne déconnectez jamais, que vous aimez l'eau, les sports de raquettes. Alors Jean-Noël Degrasse, ce portrait est-il fidèle à l'homme que vous êtes? Fou là. Oui, il est fidèle. Un petit On peu vous sent trop... ému. Oui, c'est toujours émouvant. J'allais dire, c'est un petit peu trop quand même. Hein, on n'est pas. Il n'y a que le bon côté. Il n'y a pas tous les mauvais côtés. Voilà, j'en ai beaucoup des mauvais côtés. J'espère que je ne vais pas trop vous les dire. Mais non, mais merci, c'est très sympa. Oui, il y a des éléments importants. La vie martiniquaise, le contact. Vous l'avez dit, Météo France, les syndicats, tout ça. Mais c'était un plaisir. Je veux dire, c'est pas du tout des contraintes. Tout ce qui m'a porté. Parce que on travaille bien si on est bien, on s'investit, on a des projets, on est dynamique si tout est bien autour aussi. On ne fait pas des choses seul. Donc, et c'est tout ça que j'ai eu ici et que je continue d'avoir. Donc, oui, c'était bien. Je vous propose de regarder des petites photos qu'on a sélectionnées pour vous. Alors, je les regarde moi. Alors, n'hésitez pas à décrire ce que vous voyez, Jean-Noël Degrasse. Alors, oui, donc vous l'avez dit, hein, oui, j'ai quitté ma province à 18 ans, comme Charles Aznavour, pour aller à l'école météo. C'était ma première moto, ma première grosse moto. Une moto qui vous a servi à transporter votre...
Votre ami qui vous a incité à vous inscrire à l'école météo, c'est ça? Oui, alors c'était pas la même, mais c'était ça. Oui, je suis rentré à la météo par ce hasard de transporteur. Je transportais un ami qui, lui, voulait absolument passer le concours météo. Donc, vous voyez, ça tient pas grand-chose. Mais c'est vrai. Donc, alors, j'ai pas beaucoup de photos de ma jeunesse parce que j'avais beaucoup de diapos et elles ont toutes brûlé dans un incendie, malheureusement. Mais celle-là, elle est symptomatique parce que ça montre aussi mon attachement à cette espèce de liberté de rouler en deux roues. J'adore cette sensation. Je suis toujours en deux roues. J'ai toujours roulé en deux roues. Pas comme un fou. C'est pas trop mon truc, mais voilà, parce que j'aime le vent, j'aime la sensation, j'aime sentir l'air. Peut-être un tout petit peu d'impression de liberté. Deuxième photo? Alors. Ah ben. Que des garçons. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, une photo de famille, c'est bien ouais, ça. Qui est sur la photo à vos côtés? Alors, donc mes deux grands aînés, donc Baptiste, qui vit ici, qui travaille ici, qui s'est installé ici. Enfin, il n'y a pas plus martiniquais que lui, hein, voilà. Mon deuxième, donc qui est à Nantes, la région nantaise, qui a vécu un petit peu ici et puis qui est parti après. Et puis mon dernier, donc que je porte, alors qui a grandi depuis, hein, qui a 12 ans maintenant, donc Solane. Voilà, qui m'oblige à être un père encore dynamique et attentionné et à courir un peu à droite à gauche parce qu'il a une pêche pas possible. Et donc là, il y a deux de mes petits-enfants, il y en a un troisième depuis, et qui vivent tous, et ça c'est mon grand désespoir, ou presque, parce qu'ils vivent tous dans l'Hexagone, et donc j'ai pas l'occasion de les voir souvent. Donc, parce que c'est dommage, parce que le rôle de grand-père c'est super sympa. On n'a que les bons côtés, on n'a pas les contraintes, mais ça m'arrive pas assez souvent. Alors vous qui êtes un passionné de mer et de yole, vous emmenez justement vos enfants, vos petits-enfants, vous les initiez, parce que ça c'est une chose qu'on connaît moins de vous, votre amour pour ce patrimoine local qu'est la yole. Oui, alors j'ai emmené plusieurs fois hein, sur des bateaux, même avec RCI ou avec d'autres, avec le comité de course, mes enfants. Alors au bout d'un moment, ils s'ennuient un petit peu, parce que des fois les étapes sont longues, mais c'est quelque chose qu'ils partagent. Je me rappelle même mon second, celui qui vit à Nantes, a fait des pieds et des mains pour avoir le maillot des coursiers Rosette à l'époque. L'autre, c'était le maillot, alors c'était géant, après UBFR. Enfin, donc il y avait quand même cette petite combativité. Et je me rappelle, quand ils ont commencé à être scolarisés ici, mes aînés, à l'époque, c'était, peut-être vous vous rappelez pas, mais c'était entre guillemets la guerre fratricide, gentille, entre eux, c'était Rosette et Yoann, et je me rappelle, chacun de mes fils avait choisi une équipe sans trop savoir encore ce qu'était la yole, ce qu'était la culture de la yole, le patrimoine, le côté sportif, mais voilà, donc il y avait déjà cette petite fibre. Alors moi, je ne suis pas du tout... Hein. Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce sport? Mais je crois que c'est ce mélange de culture, de tradition, de sport. Parce que sincèrement, enfin, je veux dire, c'est un sport incroyable. Alors, j'ai eu la chance d'aller essayer 2 ou 3 fois avec les coéquipiers de Félix Mérine dans la baie du Robert. Je me rappelle une fois dans les conditions de vent assez fort. Fait une demi-heure, au bout d'une demi-heure, j'avais mal partout. Enfin, voilà, et à l'époque, j'étais sportif quand même. Hein, donc, mais voilà, donc et puis je le vois voilà, à chaque tour des yoles. Maintenant, je suis pas, voilà, je regrette de ne pas aller régulièrement voir les compétitions le week-end, choses comme ça. C'est vrai qu'on est très focus sur le tour, mais il ne faut pas oublier que c'est un sport, voilà, qui est régulier. Et puis, c'est sport et culture. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est le contact avec des gens de tous les niveaux, de tous les âges. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore ces moments, j'adore les moments du départ où tout le monde discute avec tout le monde, où on oublie tous les problèmes, on n'a plus de niveaux sociaux, on n'a plus de... Voilà, on n'est plus dans les guéguerres. Alors, on l'a dit, hein, vous avez adopté ce territoire, la Martinique, où vous êtes présent depuis presque 3 décennies et vous avez incarné pendant longtemps la météo, fait la pluie et le beau temps. On sait combien le temps est important chez nous, la météo. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous rencontrent dans la rue? Alors c'est très très bizarre. Alors c'est toujours très sympa. Sincèrement, pas une fois quelqu'un est venu en me disant « Ouais, vous êtes trompé, c'est inadmissible ». C'est même le contraire. Les gens sont souvent très indulgents et prennent souvent ma défense. Je me rappelle, une petite dame dans un supermarché m'avait dit « Mais les gens ne comprennent pas, c'est pas vous qui vous trompez, c'est juste Dieu qui change d'avis au dernier moment ». Je trouvais ça génial. Mais il y a ça, et puis
J'explique pas trop, sincèrement, l'attachement, c'est-à-dire le transfert que font les gens entre la météo et puis moi au milieu. Je sais pas bien. D'ailleurs, mes collègues à l'époque de Météo France, quand ils venaient aux Antilles, ne comprenaient pas pourquoi les gens m'arrêtaient dans la rue, pourquoi tout le monde venait me voir, pourquoi tout le monde m'appelait. Hey, Jean-Noël, ça vous fait beau. Ben, les gens disent, mais ils te connaissent, tu les connais? Non, pas vraiment, mais voilà. Ça, je sais pas. Sinon, peut-être que les gens y voient un investissement de tous les jours, là, on a dit 24 heures sur 24, on n'est pas loin de ça quand même. Et puis cette envie d'être près des gens, parce que j'aime ça, puis j'aime les gens, voilà. Alors, on a aussi posé la question à votre femme, qui est régulièrement à vos côtés dans les espaces publics. Et voilà ce qu'elle nous a répondu sur cette question. Il me vient une autre anecdote, enfin il y en a plein, mais c'est surtout de vivre avec quelqu'un d'aussi médiatisé, de connu. J'en ai une, mais vraiment, je la trouve assez représentative de ce qu'on peut vivre. C'est une fois dans un supermarché, tout au début, nous faisons les courses ensemble. Maintenant, c'est un aspect de notre vie que nous avons arrêté. Parce que c'est quand même assez... Ah, mais monsieur Météo, mais Mancadiou, ah, mais oui, Célie, etc., etc. Il a une notoriété, une popularité qui nous surprend toujours. Et les gens lui disent, ah mais monsieur de Grasse, faut qu'on reste ici, faut pas au pâtis. Quand on part en voyage et que les gens nous voient à l'aéroport, mais comment vous partez? Mais vous pouvez pas partir, on va être en saison cyclonique. Voilà, c'est tous ces aspects qui nous amusent bien souvent. Et au début, j'en étais vraiment très surprise. Jean-Noël en est toujours très gêné parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les photos, qui n'aime pas être mis en avant comme ça. Donc, je sais que cet exercice va être assez particulier, mais en même temps, n'oublions pas que c'est un homme de communication. C'est un vrai communicant, voilà. Une réaction ? Oui, mais c'est paradoxal. Les gens s'imaginent, ben voilà, je suis là, je suis souvent à la télé. Les gens disent, il aime ça, c'est parce que... Non, mais j'ai horreur de ça. Enfin, vous auriez interviewé ma mère, elle vous aurait dit, je n'ai jamais... Ma mère se plaint parce qu'elle n'a jamais de photos de moi, jamais de films de moi. Je n'aime pas ça. Voilà. Vous pensez, ou vous savez, peut-être que vous n'auriez pas eu cette notoriété si vous aviez exercé le même métier dans n'importe quelle région de France ? C'est possible parce que je crois qu'il y a un vrai, en tout cas j'ai un vrai attachement avec le pays, mais le pays dans son ensemble. C'est-à-dire pas uniquement, il y a des plages, il y a la culture, les gens, voilà, malgré toute la problématique, on va dire, martiniquaise qu'on voit bien en ce moment. Et c'est possible que oui, c'est une espèce de combinaison magique qui s'est produite ici, et ce qui fait que je ne me suis jamais posé la question, comme beaucoup de personnes, notamment de métro qui viennent à des postes comme ça en disant je viens 3-4 ans, après je repars chez moi. Eh bien moi, je me suis jamais dit ça en fait. Voilà, on en reparlera d'ailleurs. On va parler de votre métier dans la deuxième partie de cette émission Jean-Noël de Grasse. On se retrouve dans quelques instants, juste après une petite coupure. De retour dans votre émission Angle de vue où nous recevons Jean-Noël de Grasse et nous allons parler maintenant de votre métier. C'est ce qui vous a amené sur ce territoire et c'est ce qui fait que nous sommes ici aussi ce soir. Tout d'abord, prévisionniste, météorologue ou spécialiste du climat, les termes sont variés, Jean-Noël de Grasse, pour parler d'une seule et même passion que vous nourrissez depuis, on peut le dire, quasiment la plus tendre enfance. Première question, est-ce le même métier d'être météorologue dans l'Hexagone ou sur une île ? Alors, c'est le même métier, mais voilà, on a des complexités quand on est outre-mer, on a des challenges qui sont beaucoup plus importants. Et puis, moi, j'ai toujours voulu sortir du carcan un peu météorologue, prévisionniste, parce que faire des prévisions et les garder pour soi ou ne pas bien savoir les communiquer, ne pas savoir bien coopérer avec les îles voisines, ça veut dire qu'on rate quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai voulu toujours, c'est ouvrir un petit peu le domaine de travail d'un météorologue et être dans la gestion des risques, être dans la coopération régionale, dans la communication, l'éducation et dans la proximité. On a d'ailleurs souvent reproché aux instances, à Météo France ou d'autres experts, de ne pas savoir finalement bien anticiper les tempêtes ou les dégâts. Alors je pense notamment à la tempête de 99, où voilà, on a des référentiels comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les spécialistes ne pêchent
lâcherait pas par excès de précaution et ne serait pas du coup en permanence en train d'inquiéter la population, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de vigilance, parfois on est en jaune, on est en orange, et finalement on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du ciel. C'est une vraie question. La réponse, c'est la gestion d'un risque, donc d'un temps dangereux, elle est forcément probabiliste. C'est des probabilités. Ça marche comme ça. Donc, quand vous avez un ouragan qui passe pas loin ou qui arrive et où vous dites il y a 10% de risque qu'il impacte la Martinique, mais s'il l'impacte, ça va être catastrophique. Typiquement, l'ouragan Maria en 2017. Qu'est-ce que vous faites avec ces 10% ? Voilà. Ça veut dire qu'il y a 90% de chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et donc, vous voyez la complexité de la communication sur des données un petit peu incertaines et probabilistes. Et juste, je peux rajouter, c'est que plus on progresse dans la prévision, dans la connaissance du climat, plus notre société, entre guillemets, nous demande. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit train de retard par rapport à ce qu'on sait faire. Mais est-ce que justement cet abus de vigilance, je vais résumer ça comme ça, n'est pas contre-productif? Parce que finalement, vous, ce que vous attendez, c'est que la population se prépare. Exactement. Mais à force justement d'indiquer des vigilances, est-ce qu'en fait on ne produit pas le contraire? Oui, c'est ça, mais c'est un petit peu la corde raide sur laquelle on est quand on est responsable à Météo France justement de l'émission de vigilance et donc d'alerte éventuellement des préfectures. C'est ça, c'est de ne pas faire trop, mais en même temps de ne pas rater d'épisode. Et ne pas rater, ça veut dire anticiper suffisamment. Si vous voulez, on ne peut pas se permettre de passer en alerte orange ou en alerte rouge juste 5 minutes avant, ou alors que c'est déjà catastrophique. Il faut qu'on puisse anticiper. Si on veut anticiper, on prend un risque quelque part, ce que j'appelle de fausse alerte, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Il faut accepter, dans nos territoires français, particulièrement d'outre-mer, parce que les îles tropicales, c'est ça, il faut accepter d'avoir plus de fausses alertes que dans l'Hexagone et sur un continent. Et ça, en France, on n'aime pas bien. Je dis en France, ce n'est pas uniquement antillais, mais on n'aime pas ça. Les anglo-saxons n'ont aucun problème avec ça. Un anglo-saxon, il est en alerte, il ne se passe rien, il va dire « Ah, Dieu merci, on a été épargné ». Le français, on est en alerte, il ne se passe rien. Ouais, qui va me rembourser ma journée de travail? Qui va me payer le fait que je devais emmener 80 touristes que je n'ai pas pu? Mon restaurant a fermé alors j'aurais pu travailler, patati patata. Voilà. Alors, donc là, justement, comment vous réagissez face aux personnes qui remettent en cause la fiabilité de vos prévisions? Alors parfois avec humour, parfois avec une certaine agressivité. Les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Il y a parfois un déferlement d'agressivité, de messages agressifs. Est-ce que déjà ça vous arrive souvent et que répondez-vous finalement? Alors, souvent, c'est vrai que maintenant, l'information météo, pour faire de la prévision, elle est accessible à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passionnés qui maintenant ont presque le même niveau d'information que des spécialistes. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que ce n'est pas sur la prévision même qu'il faut mettre le paquet en termes de charge de travail et d'efficacité, c'est sur la capacité à bien communiquer, c'est-à-dire à être réactif, à être percutant, à être clair et avoir les vecteurs de communication qui vont bien et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas encore bien passé partout. On voit bien que des fois, on a un petit peu de mal à faire ça dans les institutions, alors que c'est là qu'on est attendu. Alors justement, vous avez quand même passé 25 ans au sein de Météo France. Vous en êtes parti. Pourquoi? Parce que vous avez estimé que les outils n'étaient plus les bons, que la pédagogie n'était plus la bonne? Non, que la stratégie même de l'établissement Météo France, particulièrement aux Antilles, n'était pas bonne à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a eu un mauvais concours de circonstances. Je vais être franc, il y avait une direction générale qui ne comprenait pas pourquoi j'essayais d'investir un petit peu Météo France sur une meilleure communication, sur les réseaux sociaux par exemple, parce qu'on a été les premiers aux Antilles Guyane à avoir par exemple un compte Facebook et un compte Twitter propre aux Antilles Guyane. Bon, après, les autres régions d'outre-mer l'ont fait, mais voilà, on a lancé ce genre de choses. La coopération, pareil. Moi, j'ai travaillé énormément avec les îles voisines, avec ce qu'on appelle l'Organisation caribéenne de la météo, avec les Américains, avec le Canada, pour pouvoir aider aussi les îles. Enfin, c'est quand même, pas normal qu'on ait une trentaine de prévisionnistes dans les îles françaises avec des capacités incroyables, et puis qu'on ne fasse rien pour la Dominique, qui a un seul prévisionniste. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et quand on m'a dit non, il faut arrêter ça, c'est pas comme ça que ça marche, ça va nous prendre des ressources, c'est pas notre stratégie, je me suis dit, mais on n'a rien compris. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus heureux dans le privé que vous avez rejoint? Aujourd'hui, je suis heureux, pas plus, pas moins. En fait, je ne me pose pas la question. Je suis très bien dans ce que je fais. Alors, juste une chose, c'est que je suis heureux que Météo France soit revenu un peu sur cette position.
Et donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cet épisode, peut-être je serais encore et je travaillerais mieux avec une direction générale. C'est pas fait, c'est pas grave. Le monde du privé, et je remercie le PDG de Citadel, parce que c'est lui qui m'a donné cette opportunité de découvrir les besoins du monde de l'entreprise par rapport au climat, par rapport aux risques, dans des domaines où finalement on n'est pas forcément attendu. Qu'est-ce que vous y faites exactement au groupe Citadel? Alors, je suis directeur de projet, risque, résilience, changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, les entreprises, elles ont un enjeu important par rapport à l'adaptation au changement climatique, par rapport aux risques qui peuvent augmenter. Pourquoi? Pour assurer la continuité de service, pour assurer des conditions de travail, pour informer leur personnel, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport au changement climatique, eh bien, il faut savoir s'adapter, mais il faut savoir aussi atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. Justement, quelle forme prend le changement climatique dans nos îles? Parce que parfois, on a l'impression que c'est loin de nous, c'est surtout le continent qui subit le changement de saison. Ça prend quelle forme ici? Et est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Martiniquais prennent vraiment la mesure de tout ce que ça peut impliquer? Alors, commence à prendre la mesure, oui. De tout ce que ça peut impliquer, pas forcément, parce que cette communication, elle est compliquée. Et justement, je trouve très valorisant d'accompagner le monde de l'entreprise, mais de continuer aussi à faire un peu d'éducation citoyenne. On fait encore des conférences, je fais pas mal d'interventions aussi dans les médias pour ça. Et puis, au niveau des institutions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Institutions, l'État et la CTM, par exemple, qui collaborent. On a une COP. Peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a une COP martiniquaise pour justement gérer cette transition écologique. Nos politiques mettent suffisamment l'accent sur ce changement climatique, selon vous, ou pas assez? Alors, pas assez, et ce n'est pas encore bien structuré. Donc, il va falloir accompagner mieux les collectivités, les entreprises et le citoyen. Ça fait beaucoup. Mais, et c'est pour ça que vous l'avez dit dans le portrait, moi j'aime bien les challenges et être là dans le monde de l'entreprise, mais à travailler encore avec les collectivités, l'État, eh bien je trouve que c'est une vraie raison et ça donne un sens à cette lutte contre les changements climatiques. Très concrètement, quelles pourraient être les conséquences sur nos pêcheurs, sur nos agriculteurs à court, moyen ou long terme, qu'on comprenne bien justement les conséquences? Il y a des conséquences qui vont être assez rapides, alors qui sont déjà notables. Quand on regarde la température de la mer qui monte, ça veut dire des coraux qui sont en danger, de la perte de plus en plus de récifs coralliens. Les récifs coralliens, c'est un quart de la biodiversité marine, donc ça veut dire plein de choses qu'on est en train de perdre. La santé. Vous n'avez pas vu, l'année dernière déjà, mais là ça arrive aussi cette année, les périodes de forte chaleur, beaucoup de gens sont de plus en plus en difficulté par rapport aux chaleurs. Parce que les températures, elles augmentent. Alors, on dit 1/4 degré par décennie. Bon, ça ne paraît pas grand-chose, sauf que c'est Gradéric à plein sac. Et puis, finalement, on se retrouve avec des températures qui sont plus supportables. Donc, il faut que le milieu... Sargasses, est-ce que c'est vraiment à mettre sous le compte du réchauffement climatique ou pas? Sargasses, là où c'est intéressant, c'est que justement, il faut amplifier les études et notre connaissance. Voilà, la gestion d'un risque, ça commence par bien le connaître. Mais il y a quand même une relation entre ces sargasses qui augmentent et qui affluent vers nous et la température de l'océan. Ce n'est pas le seul facteur. Bien évidemment, il y a les nitrates qui sortent des fleuves, il y a des choses comme ça. Mais vous savez, quand on est dans beaucoup de choses qui contribuent à faire que... Donc il faut s'intéresser de plus près à ça. Il faut se mettre tous ensemble, et je le redis, entreprises, États, citoyens, collectivités, pour qu'on puisse avancer. Malgré tous ces phénomènes évidents et factuels, vous rencontrez encore beaucoup de climato-sceptiques. Et quand vous en rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, on n'est plus sur le climato-scepticisme d'il y a 20 ans, où les gens disaient non, mais la question c'était est-ce qu'il faut y croire? Là, on n'est plus dans la croyance. Bon, on sait ce qui se passe, on note. Il y a déjà des changements, c'est mesuré, c'est factuel. Après, est-ce que c'est dû à l'homme, vraiment? Alors là, déjà, c'est un petit peu plus compliqué d'aller convaincre les gens que c'est dû aux activités humaines. Et ensuite, si c'est dû à l'homme, est-ce que c'est vraiment bien important de réduire certaines choses, puisque de toute façon, ça ne va pas changer vraiment. Bon, voilà. Donc, il faut convaincre à plusieurs niveaux, et convaincre sur des choses qui ne sont pas que des choses humaines. C'est-à-dire qu'on est maintenant, de nos jours, on est un petit peu centré sur l'humain, on oublie tout ce qui nous entoure, et on oublie que ce qui nous entoure fait qu'on peut bien vivre. Donc c'est compliqué tout ça, mais il faut le faire. Vous-même, Jean-Noël Degrasse, à titre individuel, qu'est-ce que vous faites à votre échelle aussi pour lutter contre ce réchauffement climatique, ou du moins le ralentir le plus possible? Je suis tellement loin de ce que j'aimerais faire. Est-ce
mais tellement loin. Non, mais j'en suis tout le temps désolé, c'est terrible. Électrique ou c'est terrible. Alors, je roule en hybride rechargeable et je fais en sorte de polluer le moins possible parce que n'oublions pas, il y a l'émission et la pollution. C'est une chose. Mais moi, ma petite pierre, c'est justement... Vous triez vos déchets, il y a oui, poubelles à la maison. Je trie mes déchets, j'essaye de faire attention à la ressource en eau, voilà, des choses comme ça. J'ai pas voyagé cette année en avion, donc là, je limite vraiment. Et là, par exemple, ce matin, j'enregistrais une vidéo d'une présentation PowerPoint pour La Réunion en disant, non, je vais pas aller à La Réunion pour faire une conférence ou un truc, je vais envoyer une vidéo. Voilà, bon, c'est des petites choses, mais... Je crois que vous êtes passionné de jardinage aussi, il me semble. Vous faites votre... Oui. Vous compostez? Alors, vous recyclez? Non, je ne composte pas parce que je n'ai pas des grands terrains et je n'ai pas de matière à composter. Encore que, puisque je reprends un peu des vieilles feuilles pour faire un peu du terreau, donc un petit peu quand même, mais c'est pas... Non, c'est pour ça que je dis je suis loin de ce que j'aimerais faire. En même temps, je ne voudrais pas non plus qu'on mette le focus sur le citoyen en disant, vous voyez, le citoyen, si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut regarder... ce qu'on peut faire de bien, mais tous ensemble et collectivement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Individuellement aussi, les petits gestes sont importants, bien sûr, mais surtout, l'idée, c'est pas d'aller culpabiliser les gens. Alors nous allons marquer une dernière très courte pause de Jean-Noël Degrasse avant d'aborder la troisième et dernière partie de cette émission qui sera consacrée à votre histoire d'amour avec la Martinique. Je ne bouge pas. Et nous sommes de retour dans votre émission Angle de Vue pour la troisième et dernière partie de cette émission avec Jean-Noël Degrasse et nous allons parler de votre intégration en Martinique. Aujourd'hui, Jean-Noël Degrasse, votre femme, Valérie, qui est martiniquaise, dit de vous que vous êtes plus martiniquais qu'elle et que notamment vous parlez beaucoup mieux créole. Justement, vous, est-ce que vous vous sentez martiniquais ? D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire plus martiniquais que quelqu'un. La notion de martiniquais, elle est très compliquée, on le voit bien, elle est reprise, c'est compliqué, c'est politique, c'est social. Je ne sais pas si on est capable de définir. Moi, je me définis juste comme quelqu'un qui n'a pas envie d'aller ailleurs, qui aime le pays, qui aime les gens, qui aime les qualités, les défauts. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, on n'est pas en train d'aller crier sur les toits je suis pas. Par contre, oui, je pense que c'est important aussi de s'investir dans ce pays, dans le sens, je ne parle pas financièrement, je parle de s'investir humainement aussi, d'aller essayer de comprendre. Même là, quand on a des périodes de crise, je pense que c'est important de comprendre l'histoire, de se mettre un peu à la place des gens, sur des choses que nous, on ne connaît pas. Je veux dire, moi, je ne peux pas forcément comprendre quelqu'un qui me dit « oui, mais moi, c'est dans mes gènes, c'est dans mes racines, vous ne pouvez pas comprendre. Ma famille était une famille d'esclaves, même si ça remonte à quelques générations, donc tu ne peux pas comprendre. » C'est vrai, mais j'essaye quand même, non pas de comprendre, mais d'avoir un pourtour et de dessiner ce que ça veut dire pour pouvoir un peu avoir une compréhension globale de notre vie ici, quoi. Vous dites un pays dont vous n'avez pas envie de partir, et alors ça me renvoie à une confidence que nous a fait votre femme, qui témoigne de votre profond attachement à cette île. L'année dernière, vous avez reçu un message sur un réseau social professionnel qui vous a fait une proposition de job au Koweït. Vous avez envisagé cette évolution pour votre carrière. Vous êtes même parti avec femme et enfants passer une semaine là-bas pour vous imprégner du pays. Votre femme était partante pour y aller, en tout cas de ce qu'elle nous a dit. Mais vous avez décliné la proposition, incapable de quitter la Martinique. Oui, ça joue, c'est vrai. Oui, alors vous savez comment c'est, dans les pays de ce type-là, on vous fait toujours des ponts d'or, financièrement. Voilà. C'était une réelle opportunité, ça aurait peut-être même C'était aussi très carrière. intéressant professionnellement parlant, parce que ce sont des pays, et vous l'avez vu avec Dubaï, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des pays où il y a tout à faire en termes d'information à la population, où on croit qu'avant, c'est bon, il fait chaud tout le temps et puis il pleut jamais, c'est le désert. Non, c'est pas ça. Il y a des vrais risques, des vrais dangers, c'est pas géré. Donc, et puis, il y avait tout un système météo à construire, avec des gens qui sont quand même assez ouverts finalement. Mais oui, je ne me voyais pas. À chaque fois, je me disais, ouais, mais bon, vous savez, on regarde toujours ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Et ce qu'on gagne, ce qu'on perd, c'était ni financier, ni professionnel. Je pense que c'était juste sociétal, humain.
Et oui, voilà, donc c'est ça. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle chez nous, de manière très, très prosaïque, mais quand même, puisqu'on se parle sans langue de bois, un métro, oreilles. Oui. Est-ce que vous trouvez ces expressions, déjà, est-ce que vous les entendez souvent? Est-ce que vous trouvez ces expressions péjoratives, voire discriminatoires? Alors, moi, ça ne me dérange pas. On est oreilles, on est oreilles, on est blanc, on est blanc. On ne va pas se flageller, hein, c'est comme ça. Ce qui me gêne, c'est quand c'est mal utilisé ou utilisé dans un contexte où on veut faire un focus sur... Je suis désolé, je veux prendre l'actualité. Le problème de vie chère, il est réel. Le problème entre des patrons, peut-être, où on peut dire qu'il faut regarder comment les patrons pourraient un peu moins s'enrichir pour que des salariés vivent mieux et ainsi de suite. OK, il est réel. Il n'est pas propre à la Martinique, c'est pas la peine d'aller dire c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Békés, c'est la faute d'eux, il y a autre chose. Donc quand on l'utilise comme ça, oui, ça me gêne. Le problème est là, mais tout de suite on dérape et on dérive sur une couleur de peau, sur une histoire. Ah oui, l'histoire, elle est ce qu'elle est, il ne faut pas l'oublier, il faut en tenir compte, mais à mon avis... Est-ce voilà. que ces dérives, ces dérives dans le langage, dans les postures, ne sont pas liées aussi à une certaine réalité? Mais bien sûr, non, mais c'est une réalité, mais je veux dire, il vaut mieux, je veux dire, comme on dit, on apprend du passé, on apprend de l'histoire. Je sais que c'est facile à dire, on dit ah oui, mais c'est facile à dire, toi tes oreilles, t'as pas connu ci, t'as pas connu ça. Après, moi je veux dire, vous l'avez dit, j'ai grandi à Beaune. Beaune, c'est une petite ville, c'est la capitale du meilleur vin du monde, le vin le plus cher du monde. C'est une ville très bourgeoise où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Quand vous n'êtes pas du bon côté, vous n'êtes pas du bon côté. Donc moi, j'avais avec moi au collège des familles très très riches de grands propriétaires de vignobles, de maisons de vin. Et ben voilà, et moi j'étais pas du bon côté, non pas parce que j'avais été esclave, mais parce que ma famille n'a pas eu l'opportunité, n'avait pas la chance. Peut-être que tu remontes 400 ou 500 ans, c'était peut-être des serres voilà, qui étaient exploitées. Donc oui, je comprends un peu ça, mais en même temps, je me dis, il faut bâtir là-dessus. Vous savez, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup de migrants aussi qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas ce désir de revanche. Il n'y a pas cette espèce de vengeance, cette espèce de jalousie sur l'histoire. C'est juste, ils ont des modèles en disant, moi, je veux arriver à faire ça, je peux faire mieux. Et ça, c'est constructif. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on prend justement des gens par leur couleur de peau, leur race, et qu'on oublie tout le reste, et que du coup, on n'est pas dans la co-construction. Moi, c'est un mot que j'aime bien, parce que je pense que c'est la réalité. De nos jours, on ne peut que co-construire. Mais on n'a pas le bon exemple avec nos politiciens de l'Hexagone, par exemple. Mais bon... On l'a dit, vous êtes arrivé en Martinique il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous êtes tout de suite senti à votre place ici, ou est-ce qu'il a fallu faire des efforts pour vous intégrer ? Non, j'ai jamais eu ce sentiment. Vous l'avez dit, je suis arrivé, alors j'étais le plus jeune à l'époque. Il y avait des syndicalistes, et s'ils m'entendent, je les salue parce que c'est devenu des gens que j'apprécie énormément et que je vois encore régulièrement. Des syndicalistes qui étaient très forts, très, j'allais dire puissants dans leur capacité à faire bouger les choses ou au contraire à ne pas les faire bouger. Et en fait, comme on dit, il faut montrer des choses. Je pense qu'il faut montrer qu'on est là, pas par hasard, qu'on n'est pas là pour profiter du système, qu'on est là parce qu'on a envie de travailler tous ensemble, qu'on a envie d'être proche des gens. Et je pense que ça, les gens le sentent. Est-ce que vous considérez qu'il y a des personnes comme vous, des métropolitains qui arrivent et qui n'ont pas cette posture-là, mais une posture... peut-être plus conquérante, plus dominante. Moi, je vais vous dire franchement, des fois j'en veux énormément à des métros qui viennent sur des positions un peu de pouvoir, enfin, entre guillemets, du pouvoir, et qui se comportent justement en disant on vit entre nous, on est des expats, on vit entre nous, on ne dit pas nous. C'est vrai, j'ai connu des gens qui avaient leurs enfants à l'école ici, qui étaient là depuis plusieurs années, et qui disaient ici, ils ont leurs vacances de carnaval pendant telle période. Je me dis, pourquoi tu dis « ils » ou pas « Adam » Pourquoi tu dis pas « nous » Parce que moi, chez moi, c'est dans le nord de la France. Vas-y. Et donc, moi, j'en veux à ces gens-là quelque part parce que c'est ce type de comportement, forcément, qui favorise les réflexions qu'on peut entendre ou même l'animosité. Ça crée de l'animosité. Vous avez été victime, je dirais, de racisme anti-blanc ? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ça s'est manifesté comment et comment vous avez réagi ? C'était une anecdote sur un tour d'Aïol, je me rappelle très très bien, sur un tour d'Aïol, on est en direct avec un confrère, vous, journaliste, et on parle,
Et il finit en disant « Ah, mais il y a quand même, ça fait longtemps que vous faites le tour des Yoles, mais ça va peut-être s'arrêter. Quand est-ce que vous rentrez chez vous ?» Je dis « Quand est-ce que je rentre chez moi ? Et où ça, à Saint-Joseph ? Moi, je suis joséphin depuis plus de 20 ans. » Non, non, lui, il voulait me dire « Quand est-ce que vous rentrez chez vous dans l'Hexagone ?» Mais je n'ai pas de chez moi dans l'Hexagone. Voilà. Et voilà, j'ai eu d'autres personnes oui, qui m'ont dit ça aussi. Vous n'êtes pas chez vous ici, moi je suis chez moi. Une personne qui passait en bas de ma maison. Donc, je l'ai vu dans le portrait, vous avez renoncé quand même à pas mal d'avantages de fonctionnaires. Oui, pour quelle oui. raison? C'est pour vous légitimer? C'est pour... Quelque part, ça me semblait plus naturel. Ça me semblait plus naturel. Parce que personne ne vous l'a demandé. Ah non, non, personne ne me l'a demandé. Non. C'est vrai que je n'ai jamais profité des congés bonifiés. Vous savez, j'avais le droit, hein, tous les 2 ou 3 ans, je pouvais prendre, et en plus on me payait tous les billets pour la famille, je pouvais aller passer 2 mois, tout ça. Les 40%... Et puis, les 40%, ils sont ça, on ne peut pas, voilà. On peut pas y renoncer. Mais le logement, moi je pouvais avoir, en tant que responsable, logement gratuit à côté de mon travail. Voilà, ça vous fait quand même, mine de rien, hein, c'est l'équivalent d'un 1200, 1300 euros par mois à l'époque. Bon. Mais je ne sais pas, j'avais envie de sortir de cet environnement un peu justement expatrié où voilà, on est là pour 3-4 ans, on vient faire, on visite partout, on court partout, toutes les plages, tous les sentiers, toutes les îles à côté, et après on rentre chez nous. Moi, je n'étais pas là-dedans. À quel moment vous vous êtes dit que ici c'était chez vous? Mais ça vous semblait bizarre, mais je veux dire, en fait, je me le suis pas dit. C'est des choses naturelles. Alors peut-être, je ne sais pas si ça choque ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je suis venu ici, j'avais absolument pas dans l'idée de dire, je vais venir, je vais profiter du système, et puis je vais repartir, faire carrière. Je vais vous le dire franchement, le choix de rester ici à Météo France, pour moi, ça veut dire, je ne ferai pas carrière à Météo France. C'est clair. On m'a poussé beaucoup, je le reconnais. J'ai d'anciens grands directeurs qui m'ont dit il faut que tu ailles ici. Alors je suis allé une fois, donc j'ai passé un concours, machin, j'ai été reçu à l'écrit, au 2e écrit, je suis allé passer l'oral au ministère, là, à la Défense. Et finalement, je n'ai pas été pris. Je me suis fait insulter par ma direction générale. Pourquoi ? Parce que j'avais dit écoutez, moi ça ne m'intéresse pas de venir travailler sur des ponts dans le centre de la France ou dans les forêts du Nord-Est. Je pense que ma plus-value, elle est aux Antilles et dans la Caraïbe. Et c'était ce qu'il ne fallait pas dire. Parce que si j'étais pris, forcément, je serais rentré dans l'Hexagone. Donc j'ai fait une croix sur ce genre de choses. Ça ne m'a absolument pas posé problème. Ce n'est pas un sacrifice. Hein. Je ne suis pas en train de dire je me suis sacrifié. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, je suis très à l'aise avec ça. Et je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Il y avait une forme de... Enfin, vous avez déjà senti une forme de mépris, justement, de la part peut-être de certains de vos confrères de l'Hexagone, parce que vous avez fait le choix de rester aux Antilles, sur une île. Non, alors là, pas du tout. Pas de mépris. Des fois, un peu de l'incompréhension. Voilà. Et puis, après, localement, c'est-à-dire qu'avec des gens qui venaient, je pouvais avoir un adjoint, quelque chose comme ça, qui venait, il y avait toujours un petit peu de jalousie ou d'incompréhension au début. Mais globalement, non, ça s'est bien passé. Non, que pensez-vous du fait, puisque vous avez été dans la fonction publique, du fait que les natifs de Martinique aient souvent du mal à accéder à des postes dans la fonction publique, dans leur territoire? C'est très problématique pour les enseignants, par exemple, notamment les néo-titulaires, mais c'est aussi le cas pour les hautes fonctions publiques dans notre territoire, qui sont souvent occupées par des métropolitains. Et puis dans toutes les autres fonctions, il y a des personnes qui attendent pendant des années avant de pouvoir rentrer travailler au pays. Est-ce que ce ne serait pas un système à revoir, selon vous ? C'est la complexité entre vouloir faire partie d'un système national et avoir ce côté proximité et vouloir rentrer. Alors il y a quand même dans la fonction publique, en tout cas à Météo France c'était le cas, une priorité qui est donnée. Un Martiniquais qui a le profil, mais même des fois un peu, on peut faire rentrer le profil au chausse-pied, qui veut rentrer en Martinique sur un poste, il est prioritaire par rapport à n'importe quel autre collègue qui, lui, marche avec des points. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous demandez à rentrer en tant que prioritaire, vous ne bénéficiez plus d'avantages de style je ne vais pas avoir les congés bonifiés, je ne vais pas avoir, à l'époque, il y avait même des primes ou des choses comme ça. Donc, les gens préfèrent attendre, de ne pas demander la priorité et de dire je vais attendre d'être dans le classement de tout le monde, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
il y en a, moi j'en connais des Martiniquais, il y en a c'était mon meilleur ami de promotion, était Martiniquais, de Trinité, voilà, il a quitté Météo France et il n'a jamais voulu revenir en Martinique, jamais. Je connais une Martiniquaise qui a fait des brillantes études de météo, qui a travaillé à l'Université à Nice, qui a été travaillée à Miami, avec les spécialistes cyclones, jamais elle a voulu rentrer en Martinique. Donc si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il y a sûrement du cas par cas à faire, mais c'est compliqué d'aller tirer des leçons en disant ouais c'est inadmissible que, ou alors ouais c'est pas normal, on donne la place aux blancs. Moi je veux dire, quand je suis parti de Météo France, la porte était grande ouverte. Je veux dire, pour me remplacer, pas de problème. Et vous, que répondez-vous à ceux qui disent ils sont de plus en plus nombreux, qu'il y a trop de blancs en Martinique? Ma question peut sembler cash, mais non, on l'entend. C'est pas cash. Moi je sais pas si d'abord je sais pas ce que c'est blanc. Parce que dans le sens, non, mais je veux dire, voilà, il y a un certain melting pot. Et ce que je trouve dommage en Martinique, c'est que ça soit entretenu sur le côté négatif. Vous allez à La Réunion, c'est un melting pot encore plus important. Il y a plus d'Indiens, il y a des musulmans, il n'y a pas cette problématique. Comment vous expliquez alors qu'en Martinique, on ait encore du mal à dépasser ça? Mais alors, je suis désolé, je vais le dire, ça va peut-être choquer beaucoup de gens. Je pense qu'il y a derrière quand même une certaine manipulation qui est faite politiquement. Il y a des gens qui finalement tirent profit de cette guerre, mais ce n'est pas économique. Comment? Vous parlez des politiques? Je pense que politiquement, on a beaucoup de progrès à faire. Oui. C'est-à-dire que sur la politique politicienne, je parle pas, mais sur la politique stratégie de développement aussi. On est quand même pas. On était, il y a 20, 30 ans, la Martinique était le fer de lance de tous les Outre-mer, économiquement parlant. Maintenant, on est presque en dernière position. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que se focaliser comme on le fait, c'est-à-dire avec uniquement les points négatifs de l'histoire et de la culture, ça ne nous fait pas avancer comme on devrait avancer. Je veux dire, on a un pays qui a des capacités incroyables, on a des gens qui sont incroyables. Si on met tous ces gens-là ensemble et toutes ces capacités qu'on a, on doit être bien au-delà de ce qu'on fait actuellement. Donc moi, c'est ça que je souhaite en fait. Alors nous arrivons bientôt au terme de cette émission, Jean-Noël Degrasse, mais avant, nous allons aussi parler d'une autre de vos passions. La musique. Ah oui. Vous avez commencé à jouer du saxophone par votre père. Ici, vous grattez la guitare, vous jouez du saxophone, vous jouez de la musique antillaise, vous jouez du Marius Cultier, du Brassens, vous avez monté un petit groupe. Parlez-nous de cette passion. Oui, alors c'est venu très tôt, parce qu'effectivement, mon père jouait du saxo. Je ne suis pas un grand saxophoniste, moi non plus d'ailleurs. Voilà, il m'a transmis ça. Alors, un petit peu au début par obligation. C'est vrai que quand on a 7-8 ans et qu'on va jouer du saxo alors que tous les copains, copines font du vélo, vont s'amuser dans les champs, ou choses comme ça, et vous allez au solfège apprendre des notes de musique, vous avez l'impression d'être à nouveau en classe, donc c'est pas génial. Mais je suis très content que mes parents m'aient un petit peu poussé pour faire ça. Voilà, j'ai joué à l'harmonie municipale de Beaune, j'avais 10, 11, 12 ans, là je défilais avec tous les adultes, avec un beau costume, une belle casquette, marchais au pas, c'était un peu bizarre, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Après, j'ai un petit peu laissé tomber. Après, au lycée, voilà, j'avais des copines qui jouaient de la guitare, on a fait un groupe, on jouait un petit peu des trucs quand on est au lycée, vous voyez, un petit peu des groupes de lycée. Et alors après, là, j'ai vraiment complètement arrêté pendant tout le temps. Et en fait, c'est en arrivant en Martinique où j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui jouait du piano, de rencontrer quelqu'un qui jouait de la guitare, et donc Hervé qui est resté mon guitariste pendant 20 ans. Hein. Maintenant, il a pris sa retraite, il est parti dans le sud de la France. Et donc, voilà, et donc je me suis remis. Et c'est grâce on va juste écouter ce que ça donne, et ensuite... Écoutez ce que ça donne. Oui, un petit extrait. Peur, là. Longtemps, tellement longtemps qui m'allait l'oublier. Que richesse nous tenait dans tout petit jardin de rond. Yeah, pays à pas bien grand, c'est lui qui tout passe, c'est lui qui laisse voir toujours. C'est d'ailleurs grâce à la musique que vous avez appris à parler créole. Oui, mais alors surtout avec ce genre de musique-là. Alors, je ne suis pas très zouk. Hein. J'aime bien ou des morceaux de Jean-Luc Goinel, comme tout le monde. Je vais faire un Sweetie Doudou si vous voulez, mais je ne sais pas.
Enfin voilà, ce morceau-là de Mario Canon, je sais pas, je trouve que c'est juste formidable. C'est-à-dire c'est une espèce de mélange de plein de choses, des textes qui sont bien, des rythmes qui sont un peu voilà, jazz caribe, avec un petit peu presque de salsa des fois. Enfin, je trouve que c'est une complexité d'avoir pu créer quelque chose qui est magnifique comme ça. C'est-à-dire c'est pas de la musique facile, on met 3 accords, on vient pousser la chansonnette et puis on a 2 millions de vues. Quoi. Et j'ai tout de suite accroché avec ça et j'ai voulu... je me suis dit, c'était un gros challenge. Je ne dis pas les premières fois où je suis allé chanter en créole, je me dis, je vais me faire, je vais me faire incendier, insulter. Les gens vont me dire, en plus, tu n'as pas le bon accent, mais qu'est-ce que tu te permets, tout ça. Et en fait, non. Et j'ai même fait un spectacle à l'Atrium où je chantais Grand Automobile. Ça commence par Moins pas ni maman ici. Ben oui, voilà. Bon. Et sur un tout petit extrait, eh bien, toute la salle s'est mise debout. Voilà, c'est. Et ouais, j'adore ça. Et quand je ne le fais pas, ça me manque un peu. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique pour du grand public? Ça aurait pu rester très intimiste. Alors, je fais pas de la musique pour du grand public. J'ai juste envie de le partager. En fait, je n'aime pas... je suis un petit peu comme ça. Moi, quand je suis tout seul, je me sens pas bien. Je ne vais pas déjeuner tout seul, par exemple. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je joue pas de la musique tout seul non plus. Voilà. Alors bien sûr, il faut travailler un peu, hein, et donc j'ai juste envie de le partager. Alors au début, c'était avec des amis. J'ai joué beaucoup, hein, dans des fêtes d'amis, choses comme ça. Et puis après, moi, de temps en temps, dans les restaurants. Donc là, vous avez vu au 1643, hein, une superbe table à Saint-Pierre où je suis allé. Mais ça fait 15 ans que je vais de temps en temps là. Je trouve le retour des gens et cette simplicité, je la trouve très sympa, très motivante. Et en même temps, ça demande aussi à s'appliquer, à être un petit peu tiré vers le haut, quoi, parce qu'on n'a pas envie de décevoir non plus, quoi. Eh bien, merci Jean-Noël Degrasse d'avoir partagé avec nous ce soir un pan de votre existence. Merci à mes consoeurs, Kathleen et Mélinda, pour cette émission. Et merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième émission Angle de vue. Une émission à retrouver, bien sûr, sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias, via tv.mq, rci.fm et franceantilles.fr. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait. À très vite.